Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de webconférence VK. Nous avons rendez-vous aujourd'hui, donc une webconférence consacrée à l'achat public, un retour sur les moments forts de 2017 et un décryptage de l'année qui vient, 2018, qui s'annonce dense. En tout cas, nous allons voir tout cela dans un instant. Webconférence organisée en partenariat avec l'UGAP et avec l'APASP, deux partenaires des éditions VK. Donc j'ai le plaisir d'accueillir deux intervenants de qualité parmi nous. Tout d'abord Jean-Marc Pérical. Jean-Marc Pérical est avocat à la Cour et maître de conférences des universités. Il est en outre directeur de l'Institut de droit public des affaires du barreau de Paris et président de l'APASP, donc de l'Association pour l'achat dans les services publics. Et enfin, Sébastien Topiac également. Sébastien Topiac est à l'UGAP depuis 2001. Il a été pendant longtemps directeur de l'innovation à l'UGAP et aujourd'hui est directeur santé. Vous avez retrouvé votre formation initiale et vous êtes par ailleurs administrateur de la PASP, donc double casquette aujourd'hui. Je me présente Julien Prévoto, moi je suis chef de marché éditorial aux éditions VK sur les thématiques administration et finances locales. Donc, au cours de cette webconférence, vous pourrez poser vos questions via la fenêtre questions de votre interface GoToWebinar sur la droite de votre écran. Nous ferons notre possible pour y répondre au cours de l'intervention et en fonction de vos questions, nous réserverons un petit créneau de questions-réponses à la fin de la conférence d'une dizaine de minutes. Enfin, nous vous informons que cette conférence donnera lieu à un enregistrement qui sera mis en ligne et dont le lien vous sera envoyé par mail dans les jours à venir. Donc, webconférence dense. Tout d'abord, nous allons revenir sur 2016, une année riche en bouleversements juridiques. Puis 2017, une année de digestion et de mise en application de ces réformes profondes. Et enfin, 2018, ce qui nous intéressera de tout premier ordre, savoir un petit peu ce qui nous attend. Donc, je vous passe la parole au premier intervenant, Jean-Marc Pérical. Merci, bonjour à tous. Donc effectivement, 3 à 4 années qui nous ont précédés, très riches en matière de réglementation d'achat public. Alors c'est dû avant tout au droit européen, puisque nous avons eu de nouvelles directives. Alors des directives sur les marchés, les concessions, il y en a à peu près tous les 10 ans. Donc attendons-nous à avoir un nouveau jet de directives d'ici une dizaine d'années, mais c'est normal, on est dans un domaine très évolutif et très changeant. Et donc il faut bien que le droit s'adapte aux évolutions de la société, ce qui a été le cas donc en 2014, 3 directives, 2 sur les marchés publics, secteur classique, secteur de réseau, et une sur les concessions. Petit ainsi sur les concessions, aujourd'hui, les fameuses conventions de délégation de services publics dont on parle depuis 1993 grâce à la loi Sapin en France, font partie maintenant des concessions. C'est une frange des concessions de services et ou de travaux. Et donc, ces directives, il a fallu qu'on les transpose. C'était le cas dans tous les États de l'Union européenne, évidemment. Il y a l'obligation de transposition, d'où l'ordonnance de 2015, du 23 juillet 2015, et le décret de mars 2016. Deux remarques sur ces textes. Ce sont des textes rassembleurs, puisque ce sont des textes qui, notamment, ont rassemblé des textes épars qui, d'une part, s'appliquaient au pouvoir adjudicateur et entité adjudicatrice soumise au Code de 2006, et d'autre part ceux qui étaient pouvoir et entité mais qui n'étaient pas soumis au Code de 2006, c'était ceux qui relevaient d'une ordonnance de 2005, je pense par exemple aux sociétés d'économie mixte. Aujourd'hui, on a un seul texte unique, avec quelques différences malgré tout, toujours marquées entre ces deux types d'acheteurs, mais on a un texte unique, ou plutôt deux textes uniques, l'ordonnance et un décret, qui s'appliquent à tous les acheteurs, ceux qui relevaient du Code de 2006 et ceux qui relevaient de l'ordonnance de 2005. J'insiste sur ce point parce que je pense qu'il faut qu'il soit compris, notamment par toutes les entreprises publiques locales. Elles relèvent désormais des mêmes textes que ceux applicables notamment aux acheteurs publics locaux relevant des collectivités territoriales, même si, encore une fois, il y a quelques
Quelques différences. Pour votre plein d'informations, le décret de 2016 a été quelque peu modifié, actualisé en 2017, un peu de modifications, mais quelques évolutions qui ont dû prendre en compte notamment des évolutions actées dans la loi Sapin 2 de décembre 2016, qui est venu instaurer, mettre dans l'ordonnancement législatif l'ordonnance de 2015. Les députés en ont profité pour voir deux, trois choses, donc il a fallu reprendre un décret pour modifier tout cela. Et puis, là maintenant, en 2018, on est sur ça d'ici l'été, ou l'été ou le second semestre, on va avoir arrivé un code de la commande publique. C'est plutôt une bonne nouvelle, puisque nous aurons enfin un texte qui devrait rassembler tous les textes épars applicables en matière de commande publique, que ce soit en matière de marché ou de concession. Alors, peut-être que tous les textes n'y seront pas. Je vous rappelle par exemple que la plupart des codes, le code général des collectivités territoriales, le code civil, le code pénal, le code du travail, et bien d'autres, tous ces codes traitent en partie de la commande publique, par exemple le délit de favoritisme dans le code pénal. Donc peut-être qu'au lieu de les insérer dans le code de la commande publique, il y aura des renvois, mais enfin, on va essayer quand même de faire un code relativement large, relativement rassembleur, en y mettant, par exemple, au-delà de l'ordonnance et du décret marché public, sachant qu'il y a eu également des ordonnances concession en 2016. Donc, en y mettant ces ordonnances et ces décrets, on va y mettre, par exemple, des dispositions relatives à la loi MOP, à la loi sur la sous-traitance, aux lois sur les délais de paiement et d'autres. Donc, l'idée, c'est d'offrir aux acheteurs et aux opérateurs un ouvrage complet, lisible, pédagogique. Alors, des discussions sont en cours, donc tout n'est pas révélable, si je puis dire, et puis les discussions restent pour l'instant au sein de groupes de travail mis en place pour cela. Par exemple, la question qui se pose, doit-on intégrer toute partie de la jurisprudence? Quel plan adopter? Est-ce qu'on fait une partie générale sur l'ensemble des contrats de la commande publique, puis une partie marché et une partie concession? Ou est-ce qu'on fait une seule partie qui rassemble tous les contrats en conservant quelques spécificités? Voilà quelques exemples qui se posent sur l'architecture du code, sur son contenu, sur la manière de le présenter. Et a priori, les choses avancent bien. La PASP fait partie du groupe de travail de réflexion et on essaie d'amener notre pierre aux réflexions, aux questions qui nous sont posées. Et donc, voilà, on peut vraiment espérer une sortie de ce code d'ici ou l'été, ou en tout cas au second semestre 2018, comme je le disais. Donc, on va dans le sens, malgré tout, qui peut encore une fois une bonne nouvelle, de la simplification, d'une présentation plus lisible et plus aisée pour les acheteurs, ce qui est au moins normal dans un domaine, encore une fois, très évolutif, en constante mutation. Donc, pouvoir bénéficier d'un outil solide, pérenne et relativement clair, je pense que c'est ce qu'attendent tous les acteurs de la commande publique. Merci, merci Jean-Marc. Après ce regard juridique de l'avocat qui évoquait, c'est vrai, un droit plus solide, plus clair, qui a d'ailleurs interpellé beaucoup d'acheteurs publics en 2016 et 2017, hein, certains saluant une transposition, on va dire, efficace des directives européennes, saluant des textes allant davantage vers la pratique, allant davantage vers une approche économique, voire politique de l'achat public et moins juridique, et d'autres acheteurs qui s'étonnaient de ne pas retrouver dans cette réforme davantage d'écrits, davantage de précision, davantage de processus, comment faire le sourcing, comment allotir. Et donc, je crois que cette réforme vécue par de nombreux acheteurs, et moi qui ai vécu 15 ans d'achat public, salue quand même des textes qui vont à l'essentiel, c'est-à-dire des textes qui reprennent bien sûr l'idée des trois grands principes, mais qui laissent à des acheteurs plus professionnels, dans un monde qui évolue beaucoup plus vite en matière de solutions technologiques, en matière de solutions économiques, davantage de liberté. Alors, qui dit liberté dit risque, on en parlera aussi probablement tout à l'heure. Alors, une réforme qui, en plus, est arrivée, on le sait, dans un contexte français particulier. Le ministre devenu président, Emmanuel Macron, le disait en 2016, l'achat public est un acte important, est un acte qui doit servir
j'allais dire, l'emploi, servir les PME. Et donc, on vit aujourd'hui, et nous le vivons également à l'UGAP, mais également plus largement les acheteurs le vivent, je pense aussi à la PASP, une mutation assez forte d'un achat public juridique vers un acte économique et voire politique, tant l'enjeu de l'emploi et des PME revient sur le devant de la scène. Rappelons-nous que d'ailleurs l'achat public, voire la centralisation, la mutualisation, avait pu être évoquée par un certain nombre de candidats à la présidentielle en 2017, faisant de ces 200 milliards un véritable enjeu au service de l'emploi des entreprises à l'échelle européenne et bien sûr à l'échelle française. Donc un cadre plus favorable à un achat responsable. Je crois qu'aujourd'hui, plus aucun acheteur public ne peut approcher l'achat public dans une dimension uniquement budgétaire et juridique, ce qui nécessite une professionnalisation, une plus grande expertise, l'allotissement, bien sûr, la part réservée aux PME dans les marchés de partenariat, la simplification de l'accès, on reviendra sur le DUM, sur le MPS, qui vit, vous le savez probablement, ces derniers mois, puisque le DUM a vocation, on le sait, à remplacer ce dispositif qu'il faut saluer, parce qu'il a, je crois, permis à beaucoup d'acheteurs et beaucoup d'entreprises de s'initier à la simplification en matière de candidature, un certain nombre d'éléments également favorables, que ce soit les marchés publics sans procédure, sans mise en concurrence, pardon, la consécration du sourçage, du sourcing, on en parlera également, la négociation qui revient, et on en parlera aussi parce que je crois que l'acheteur aujourd'hui peut davantage utiliser ces outils. Et puis, on parlera également du dispositif du partenariat d'innovation qui, c'est vrai, probablement aujourd'hui ne rencontre pas le succès qu'on pouvait lui prédire. Néanmoins, je crois qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'autres moyens de faire de l'achat innovant de manière efficiente et ça sera l'objet, je crois, aussi d'échanges lors de cette webconférence. Alors justement, Sébastien Topiac, je rebondis sur ce que vous disiez, à savoir un cadre d'achat plus responsable. Nous allons poser la question à notre auditoire, justement. Considérez-vous que la récente réforme du droit de la commande publique permet un achat public plus efficient? Eh bien, vous pouvez répondre à cette question par oui ou par non, et nous vous donnerons les résultats dans quelques instants, et ce sera l'occasion à ce moment-là de faire un petit commentaire. Je vous laisse poursuivre. Alors, autre point, donc le sourcing, nous en parlions il y a un instant, point important qui fait ô combien débat, j'allais dire depuis que le sourcing ou le sourçage a fait son apparition lors de la réforme du droit de la commande publique. C'est assez intéressant d'ailleurs le regard que je peux avoir en tant qu'acheteur, c'est-à-dire que bien évidemment beaucoup d'acheteurs publics pratiquaient le sourcing avant que nous n'en parlions dans le droit. Depuis que le droit le consacre, il n'y a jamais eu autant de débats sur une pratique pourtant aussi naturelle lorsque l'on parle d'achat. Alors probablement d'ailleurs que cette inscription a pu rassurer certains acheteurs, on inquiète d'autres parce qu'on peut s'interroger d'ailleurs sur cette phase. Est-ce que demain, des entreprises pourraient, d'ailleurs, c'est une question qu'on nous pose souvent à l'UGAP, une entreprise pourrait peut-être attaquer aujourd'hui un acheteur ou pas pour défaut de sourcing ou non-contact en phase de sourcing? Ça, c'est une question qui nous est de plus en plus posée. Une entreprise non sourcée peut-elle aujourd'hui, et peut-être que Jean-Marc nous éclairera sur ce point ou pas, est-ce que le sourcing génère ou a déjà généré, j'allais dire, un nouveau risque juridique pour l'acheteur public? Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que sourcer, afin de respecter les trois grands principes du droit de la commande publique et notamment celui de l'égalité de traitement, va nécessiter de la part des acheteurs la mise en place de dispositifs de traçabilité encadrés qui permettront, le moment venu, si nécessaire, de justifier que la phase de sourcing a été faite dans le respect du principe d'égalité de traitement, ce qui nécessite la mise en place d'outils, de solutions et probablement, nous l'avons vu à l'UGAP et nous le mettons en place, la mise en place de guides en matière de déontologie, de pratique, de rencontres fournisseurs et de traçabilité. Donc un sourcing désormais consacré qui rassure probablement les acheteurs, mais qui va leur imposer de nouveaux processus et de nouveaux outils. Pour tenter de donner des éléments de réponse à la question de Sébastien, vous savez, les acheteurs s'interrogent sur leur marge et leur niveau de responsabilité face à des carences dans le domaine du sourcing. Il est vrai que la jurisprudence a déjà condamné, alors ce n'était pas du sourcing, mais on sait que des acheteurs ont été condamnés pour
des défauts de prévision, des défauts de préparation de marché, de définition de besoins. On sait que des avenants, notamment, ont été sanctionnés parce qu'ils traduisaient des problématiques de mauvaise définition des besoins, de mauvaise préparation. Peut-être que le sourcing fait partie de cette chaîne de préparation, de la commande, de l'achat, de définition des besoins. Peut-être que ça peut être un élément permettant au juge d'estimer qu'il y a eu carence en amont dans la préparation des marchés. On verra ce que dira la jurisprudence. Il y a une autre voie qui pourrait être empruntée par les entreprises si elles avaient démontré que ce défaut de sourcing les a empêchés de candidater, les a empêchés de présenter des offres efficaces et concurrentes. Bon, encore faut-il le démontrer, mais il y a une piste, sans doute des pistes à creuser. Tout ça va dans le sens du renforcement de la professionnalisation, comme Sébastien le disait, et de l'attention des acheteurs qui doivent porter à la préparation de toute leur procédure, au choix qu'ils doivent faire en amont. Quelques mots liés à tout ça sur, Sébastien parlait de déontologie. Il y a eu un débat lors des discussions relatives à la loi Sapin 2, dont on a parlé tout à l'heure, la loi Sapin qui est venue, entre autres, ratifier l'ordonnance de 2015, loi de décembre 2016, un débat sur la disparition ou non du délit de favoritisme. Et certains élus du Parlement y étaient favorables. Le débat a été assez long, avec beaucoup d'arguments de part et d'autre. Le délit devant être transformé pour certains en simple contravention ou devant carrément disparaître. Il est toujours là. Je sais que des acheteurs me posent la question. Le délit de favoritisme n'a pas disparu, il n'a pas été touché. Des débats ont également lieu sur le côté intentionnel ou non des faits pouvant constituer un tel délit. On sait qu'aujourd'hui, la faute intentionnelle n'est pas nécessairement requise. Il suffit de démontrer un manque de professionnalisme, justement, un manque de diligence, un manque d'organisation ayant entraîné un détournement des règles pour qu'il y ait condamnation. Alors, pas nécessairement des condamnations d'emprisonnement, mais enfin des condamnations notamment à des amendes. Donc ça existe encore. L'article 432-14 du Code pénal est toujours présent. Donc le délit de favoritisme existe toujours. C'est important de le rappeler. Rappelons également pour dédramatiser qu'il n'y a pas tant de sanctions et de condamnations que cela. Il y a quelques dizaines de décisions chaque année de tribunaux correctionnels. Rapportons ces quelques dizaines de décisions au nombre de marchés souscrits par les acheteurs publics en France aujourd'hui, qui sont à peu près estimés à 500 000 par an. Donc, quelques dizaines de décisions contre 500 000 marchés. Peut-être qu'il faut ramener les justes proportions comme il se doit. Mais parmi ces quelques dizaines de décisions, il y en a certaines assez dures. Peut-être qu'elles peuvent servir d'exemple. Je me souviens d'un arrêt de Cour de cassation que je n'hésite pas à citer à mes étudiants quand je suis à la fac et aux collectivités avec lesquelles je travaille en tant que conseil, où une décision de condamnation a été sévèrement prise contre un élu d'un côté et une entreprise accusée de recel de favoritisme de l'autre, parce qu'effectivement, l'entreprise avait été favorisée par le maire qui avait ouvert les plis, qui avait changé le bordereau parce que l'entreprise était trop chère par rapport aux autres, vous voulez vraiment la faire passer, ce sont des choses qui ne se font pas, bien évidemment. Donc, condamnation par la Cour de cassation de chambre criminelle, je vous rappelle quand même, à une amende, publication au journal officiel, interdiction en partie de droit civique et interdiction de se présenter aux élections, inéligibilité donc, pour un montant du marché, c'est une décision assez ancienne, mais quand même, de 5 900 €. Donc, ce sont des décisions qui frappent un petit peu. Il y en a chaque année, des décisions assez frappantes comme ça. Donc, peut-être qu'il faut rappeler qu'effectivement, on dédramatise, il n'y en a pas tant que ça, mais malgré tout, restons prudents et restons professionnels. Et dans ce contexte, on a cette loi Sapin 2 qui non seulement n'a pas fait disparaître le délit de favoritisme, qui a renforcé les outils permettant de détecter et de sanctionner les faits délictuels, notamment les faits de corruption. La loi Sapin 2 s'appelant d'ailleurs loi dite de lutte contre la corruption. Cette loi, je ne vais pas entrer dans trop de détails, mais crée notamment deux choses importantes. Une agence de lutte contre la corruption, donc une institution indépendante, avec beaucoup de moyens, des moyens d'investigation, notamment pour l'instant au sein des grosses administrations et des principales entreprises en France, mais peut-être qu'après ça pourra s'étendre à d'autres structures publiques et privées, des moyens donc de contrôle et également des moyens de sanction. Le service central de prévention contre la corruption qui l'a précédé n'avait pas de moyens de sanction. L'agence a des moyens de sanction, ce qui augure quand même d'une force de frappe assez importante. Et donc,
il pourra débarquer tout simplement au sein des administrations et des entreprises concernées et vérifier que tout a été respecté, notamment en matière de commande publique, et donc éventuellement procéder à des sanctions. Et c'est cette loi Sapin 2 qui met en place également un dispositif de lanceur d'alerte. Alors pour l'instant, dans les entreprises de plus de 50 salariés et les collectivités de plus de 10 000 habitants, dans ces entreprises et collectivités, il y a une obligation, c'est de mettre en œuvre une procédure de recueil des signalements de lanceurs d'alerte. C'est toute une organisation. Commune de 10 000 habitants, ça va vite, hein, il y en a quand même beaucoup. Toute une organisation pour mettre en œuvre ceci, sans rentrer dans les étapes que doivent respecter les lanceurs d'alerte pour alerter sur des faits qu'ils estiment contraires à la réglementation et notamment à la loi. Rappelons, c'est une question qu'on me pose souvent, que ces lanceurs d'alerte bénéficient d'une protection, ils ne peuvent être ni sanctionnés, ni écartés d'une procédure de recrutement. C'est que jusqu'à présent, les possibilités de saisine des autorités compétentes lorsqu'on découvre des faits délictueux notamment, étaient peu utilisées par crainte justement de représailles, notamment de la part du pouvoir hiérarchique. Et aujourd'hui, normalement, si on applique la loi et le décret d'application du 19 avril 2017 de cette loi Sapin 2 sur ce point, normalement, les représailles en cause n'ont plus lieu d'avoir d'être. Donc, c'est un point important pour rassurer les lanceurs d'alerte. Très bien, merci Monsieur Pérical. Alors, nous avons les résultats de notre sondage, donc nous allons donner ces résultats et puis qui vont peut-être appeler un commentaire de votre part. Alors, vous êtes 79% à considérer que la récente réforme du droit de la commande publique permet un achat plus efficient. Donc, un petit commentaire peut-être là-dessus, Monsieur Topiak, Monsieur Pérical. Je crois que cette victoire du oui, on va dire, ou d'un achat plus efficient, salue avant tout l'excellence du travail qui a été conduit pendant plusieurs mois par la direction des affaires juridiques de Bercy, qui, je crois, a réussi à transposer ces directives en les rendant dans le droit national claires, relativement aisées à appliquer et en tout cas en phase avec le monde qui nous entoure. Donc je crois que c'est une bonne chose que les acheteurs se soient emparés de ces textes, rappelant toujours en ma qualité d'acheteur qu'il ne faut pas tout attendre du droit. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons des textes qui sont stabilisés, même si quelques évolutions pourront toujours venir avec le nouveau code de la commande publique, et qu'aujourd'hui, ces textes permettent un achat public à la fois efficient, comme les sondages, mais également responsable, comme je crois c'est le souhait, j'allais dire, de nos politiques et de l'Europe, qui l'a rappelé d'ailleurs dans un certain nombre de textes et de recommandations récemment, que l'achat public en Europe devait jouer aussi un autre rôle qu'un rôle uniquement budgétaire et financier, et que l'achat public devait servir l'intérêt économique des entreprises et des pouvoirs adjudicateurs, entités adjudicatrices en Europe. Sébastien a raison de citer la récente communication de la Commission européenne qui met en avant sur 3-4 pages la nécessaire professionnalisation de l'achat public en France et dans tous les États de l'Union européenne évidemment, et exhorte les États membres et notamment les administrations centrales à accompagner les acheteurs locaux pour aller vers cette professionnalisation. Mais on revient au terme essentiel, hein, professionnalisation, diligence, terme qui existe dans les textes, les directives et les textes de transposition, on en est là, et je crois qu'il y a une vraie prise de conscience de la part des acheteurs, des opérateurs bien sûr, mais de la part des acheteurs, sur cette nécessité de professionnalisation. Et c'est vrai que tout le monde va dans le même sens maintenant. La DLJ, effectivement, en locomotive, si je puis dire, et puis des associations comme la PAP, des organismes comme l'UGAP, on est tous dans le même bateau, et enfin, on se rend compte de cette nécessité, mais ça a été un petit peu long à acquérir, et je crois qu'on est au bord du gué, c'est plutôt une bonne nouvelle là aussi. Bien, avant de passer à 2018, à une matière un peu plus prospective, on va en profiter pour prendre une question de la part de notre auditoire, une question qui s'adresse aux professionnels du droit, Monsieur Pérical, par rapport à ce que vous évoquiez tout à l'heure, les conséquences de la loi Sapin 2. Dans cette affaire de délit, est-ce que le droit à l'erreur peut être invoqué dans la situation qui était décrite? Alors, les élus et acheteurs qui sont incriminés dans le cadre d'actions en délit de favoritisme se défendent souvent en mettant en avant effectivement
la maladresse, la méconnaissance d'une matière complexe, effectivement les erreurs qu'on peut commettre en termes de procédure, mais elles se cachent souvent, quelquefois de manière juste, derrière effectivement la complexité et l'évolution de l'argumentation à laquelle il faut s'habituer. Le juge y répond très simplement, de manière très factuelle, très casuistique, en allant voir comment est organisée la dite collectivité, ou l'hôpital, ou l'université, ou en tout cas l'acheteur. S'il se rend compte que l'acheteur, l'élu ou le responsable en cause, incriminé, je disais tout à l'heure, a une expérience de plusieurs années ou dizaines d'années en matière d'achat public, qu'il est entouré de sachants, de directeurs juridiques, de directeurs d'achat, qu'il a passé plusieurs dizaines de marchés chaque année depuis bien longtemps. Bref, qu'il a tout pour être un acheteur dit diligent, tout ce qui est erreur et maladresse sera écarté. Donc c'est pour ça que le volet intentionnel ne compte pas tant que, bien sûr qu'il compte, mais on peut se faire condamner sans avoir une intention de contourner, en ayant commis des erreurs, des maladresses. Si le juge prouve qu'il n'y aurait pas dû avoir ces maladresses et ces erreurs, parce que la collectivité avait les outils suffisants pour respecter la réglementation, il sanctionnera. Donc c'est vraiment une question, encore une fois, d'organisation, de professionnalisation. Très bien. Merci, Monsieur Pérical, pour votre réponse. Nous allons poursuivre en abordant 2018 et cette année qui s'annonce donc riche, notamment en matière de dématérialisation. Alors, une année 2018, en effet, qu'on pourrait dire digitale, comme mentionné dans cette slide, nous pourrions dire l'année de la data. C'est-à-dire que je crois que nous sommes désormais à un point où l'achat public, qui a longtemps cherché d'ailleurs à s'isoler de ces mutations profondes de la société en matière de digital, en matière de data, on sait ô combien la France a cherché depuis des années, alors non pas par volonté, mais par réalisme, à repousser la dématérialisation des marchés publics, essayant tantôt de l'imposer aux acheteurs, rappelons-nous il y a quelques années, sur les marchés informatiques. Paradoxalement, ce n'est pas dans le secteur informatique où on pensait que les entreprises étaient les plus prêtes que cela s'est le mieux passé. Donc, la France a cherché depuis maintenant 15 ans, je le vois, moi qui fais de l'achat public depuis 15 ans, à finalement retarder cette échéance qui arrive désormais au 1er octobre 2018 et qui, je dirais malheureusement, impose par la loi la dématérialisation des procédures de marché public ou des marchés publics, parce que la dématérialisation est bien plus qu'une obligation. C'est une formidable opportunité pour les acheteurs, une formidable opportunité pour les entreprises et notamment pour les PME, nous y reviendrons. Alors, c'est vrai qu'on a cherché d'abord à simplifier la candidature et la relation par le marché public simplifié, le DUM, comme vous le savez, le DUM, eh bien, il faudra bien faire quelque chose à partir du 1er avril 2018 et Laure Bélier, récente nouvelle directrice de la direction des affaires juridiques, évoquait lors d'un colloque de la PAS, mais a réévoqué récemment, je crois, l'arrivée de deux DUM, une première version du DUM avant le 1er avril, pour le 1er avril 2018 et une deuxième version du DUM après. Alors, les acheteurs publics aujourd'hui craignent énormément la dématérialisation. Moi, j'ai cherché à comprendre après tant d'années le pourquoi quand j'avais été seul d'ailleurs à l'UGAP en 2014 ou à quelques-uns à imposer la réponse dématérialisée et qu'on nous avait prédit l'apocalypse et que tout ça s'est finalement bien passé. Eh bien, je crois que la France, on en parlera tout à l'heure, est un pays qui compte aujourd'hui 132 000 pouvoirs adjudicateurs, un acheteur sur deux en Europe est français, une procédure sur deux de marché public en Europe est française. Et donc, je crois que les pouvoirs publics ont longtemps considéré que la dématérialisation, arrivant sur un terrain aussi dispersé, rencontrerait des difficultés puisque la dématérialisation, ce sont des investissements en matière technique, des investissements en matière d'accompagnement, de conduite du changement, de formation. Nous le vivons à l'échelle d'une centrale comme la nôtre auprès de 75 acheteurs. C'est l'accompagnement des entreprises, des TPE, des PME, et qu'il faut, je crois, maintenant s'en convaincre. Il sera très difficile au 1er octobre de faire basculer dans les règles 132 000 acheteurs publics sur la dématérialisation, et tout ça devrait conduire à une accélération, à des fins de professionnalisation, de la mutualisation de l'achat à des échelles locales, régionales ou nationales. Mais je crois qu'il ne faut plus aujourd'hui lutter contre la dématérialisation, mais plutôt en faire un atout lorsqu'on sait que la France veut devenir la première nation numérique.
ça serait dommage qu'elle soit la dernière en matière de marché public. Électronique, donc 1er octobre, c'est demain. Bon, beaucoup d'acheteurs ont quand même pris les devants. Je crois qu'il faut saluer des métropoles, des conseils régionaux, des grandes régions comme la Bourgogne, la Bretagne. Elles sont aussi aujourd'hui très en avance sur ce sujet. Donc, c'est une opportunité qui nous amènera tranquillement mais sûrement à ce qu'on appelle l'open data, puisque je crois que personne ici, à la PASP, à l'UGAP ou chez VK, ou quiconque, je défie quiconque d'ailleurs qui participe à cette web conférence, de nous donner ce que représente exactement la commande publique en France aujourd'hui. 100, 200, 300, 400 milliards. C'est pas évident aujourd'hui puisque nous n'en savons rien, puisque il est vrai que les données dont nous disposons aujourd'hui sont imparfaites et que la mise en place de l'open data va générer énormément de transparence indispensable au pouvoir public pour mener des politiques publiques en matière d'achat public, où sont les PME, où sont les emplois, qui accompagne l'insertion sociale, qui accompagne la performance environnementale. Donc, je crois que d'ailleurs, beaucoup de startups, moi qui étais, vous le disiez encore récemment, directeur d'innovation, beaucoup de startups sont en train de se positionner sur la data marché public pour informer les entreprises. Donc, c'est une bonne chose. Alors, avec quelques précautions, je crois qu'il ne faut pas considérer ce point comme uniquement une obligation. Il faut l'accompagner, il faut en faire une opportunité. Je crois qu'il ne faut pas tout réinventer. Je vois ô combien d'acheteurs qui sont en train de se recréer des profils acheteurs. Lorsque l'on sait que le profil acheteur est l'élément digital le plus risqué dans le marché public, puisque c'est celui qui lie, et peut-être que Jean-Marc nous en parlera, qui lie l'acheteur et les entreprises au moment de la réponse de ces dernières. Et donc aujourd'hui, s'inventer son profil acheteur qui est encadré par le droit est à mon avis une erreur. Il faut mieux aujourd'hui recourir à des profils acheteurs ou à des solutions disponibles sur le marché, à la fois pour que l'ensemble des acheteurs à terme utilisent le même profil ou les mêmes types de profils, et puis pour les entreprises, penser aux entreprises face à différents profils acheteurs qui doivent réinventer à chaque fois leur réponse en fonction de tel ou tel profil. Donc voilà, donc une dynamique forte, une opportunité. Par expérience, l'UGAP le sait, nous avons augmenté le nombre de candidatures à nos marchés grâce à la dématérialisation. Nous avons augmenté le nombre de PME. Donc, je crois qu'il n'y a plus de bonnes raisons de ne pas faire de l'année 2018 une année digitale. Merci, Monsieur Topiak. Alors, nous avons une question qui nous arrive sur votre propos. La question est celle-ci. À compter de quelle date les acheteurs devront obligatoirement être dotés d'un certificat de signature électronique pour signer les lettres de rejet, l'acte d'engagement ou autre échange lors de la consultation? Quelle question ô combien pertinente déjà tout d'abord, et bien sûr d'actualité, tant la signature électronique a fait parler d'elle depuis que l'on parle de dématérialisation. Vous le savez, des modifications récentes du droit ont amené l'obligation de signature par les entreprises au moment de la contractualisation, de la notification du contrat. Ce qui est aujourd'hui certain, c'est que lorsque vous entrez dans une procédure totalement dématérialisée, l'ensemble de la procédure doit être dématérialisée des deux côtés, c'est-à-dire côté entreprise et côté acheteur. Ce qui veut dire que si l'entreprise répond de manière électronique, via le profil acheteur, l'ensemble des échanges qui ont ensuite lieu pour respect du formalisme entre l'acheteur et l'entreprise doivent être électroniques, ce qui veut dire que les lettres de rejet, et nous le pratiquons nous depuis 2014, sont aujourd'hui signées électroniquement par l'acheteur, au même titre que les demandes de précision, les demandes de complément, ce qui veut dire que je crois qu'il n'y a pas à attendre au niveau des acheteurs pour se doter de signature électronique, pour en doter le représentant de l'entité. Et par exemple, dans une structure comme l'UGAP, nous avons 50 personnes aujourd'hui dotées de certificats de signature électronique parce que se pose toute la question des délégations de signature. Donc voilà, donc ce n'est pas une question d'obligation ou de date, c'est que, j'allais dire, depuis des années, lorsqu'une entreprise vous répond de manière électronique, dans des procédures formalisées, vous devez, idéalement en tout cas, respecter le même formalisme jusqu'à la notification, à la signature et à la notification du contrat. L'allègement juridique qui a eu lieu récemment visait à repousser l'obligation de signature non plus au candidat, mais bien au titulaire du contrat. Mais côté acheteur, je pense qu'il y a bien longtemps que les acheteurs signent électroniquement.
Merci, Monsieur Topiak, pour cette réponse. Alors, 2018, année de la data et de la dématérialisation, et également, vous en avez parlé, de la mutualisation, la concrétisation de la mutualisation de l'achat. Tout est lié. On a une vraie évolution de fond, mais elle est liée, celle-ci, à l'organisation territoriale de notre République, de notre État. Il y a eu diverses lois, notamment une fameuse loi NOTRe d'août 2015 qui a modifié la donne. On sait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'intercommunalités, sans rentrer dans trop de détails. On sait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de grosses régions, il y a une réorganisation régionale, réorganisation de certains territoires. Je pense à la Corse, qui était une collectivité unique depuis le début de l'année. Je pense à certains territoires ultramarins comme la Guyane ou la Martinique, qui sont également collectivités uniques. Donc, on a un vrai mouvement de fond de réorganisation, de mutualisation territoriale qui rejaillit nécessairement sur l'achat public. On peut aller même plus loin. On a une réorganisation territoriale des chambres de commerce et d'industrie. On a une réorganisation des hôpitaux, des centres de santé. Bon. Tout ça, ça se regroupe. L'idée étant d'être plus fort, plus efficace. Et évidemment, ça crée des structures d'achat beaucoup plus importantes qu'auparavant. À côté de ça, se multiplient des systèmes de groupement ou de centrales d'achat sur le plan local, entre collectivités territoriales et établissements de groupement de communes et d'autres types d'acheteurs. Donc, on a une vraie organisation, une lame de fond, j'allais dire, et territoriale, et donc liée à l'achat public, qui fait que mécaniquement, les 132 000 et quelques pouvoirs et entités, c'est un chiffre considérable, vous vous rendez compte que c'est autant d'acheteurs que tous ceux des autres États de l'Union européenne confondus. C'est considérable, il est peut-être temps de diminuer ce chiffre qui paraît vraiment énorme. Alors, arriver quelques centaines, je pense que ça prendra une génération. J'exagère un peu, mais c'est ça. Mais je pense que le chiffre va diminuer, encore une fois, mécaniquement, du fait de cette réorganisation territoriale. Tout va de pair. Réorganiser, c'est bien. Le faire en se professionnalisant, en travaillant, c'est également important. Il est inscrit dans le slide qu'il faut donc retravailler la fonction publique, se réorganiser. Moi, je vais vous donner un exemple qui est assez frappant. J'ai créé un master 2 achat public, la pratique de l'achat public à la fac de Sceaux où j'interviens, où intervient d'ailleurs Sébastien. Et on forme en formation initiale, je vais l'ouvrir bientôt la formation continue, une trentaine d'acheteurs chaque année. Eh bien, non seulement ils trouvent un stage très vite dans n'importe quelle structure publique ou parapublique, ça peut être des entreprises publiques locales par exemple, ou des offices HLM, mais ils trouvent un emploi très rapidement sur tout le territoire, d'ailleurs métropolitain et ultramarin, ce qui prouve qu'il y a des besoins considérables. On vient même les chercher dès lors que je publie la liste de ceux qui ont été sélectionnés pour accéder au master, on vient quasiment me les chercher pour les prendre en stage très vite. Ce qui prouve qu'il y a des besoins considérables de formation initiale, de formation continue, et il est évident que les écoles de fonction publique, je pense aux IRA par exemple, le prennent en compte et le prendront de plus en plus en compte. Donc une mutualisation, comme disait Jean-Marc, qui finalement se fait en lien avec le contexte. On a longtemps pensé que la mutualisation des achats, et l'UGAP est bien sûr bien placé historiquement pour en parler, se ferait sous la pression des prix, sous la pression de la massification, sous la pression économique. Eh bien, aujourd'hui, nous nous en rendons compte. L'UGAP, par exemple, qui a atteint désormais plus de 4 milliards d'achats publics avec l'énergie, voit son succès grandissant, non pas obligatoirement sur les produits très standardisés et massifiés, ce qui pourrait être une évidence quand on cherche des économies, mobilier de bureau, voitures, PC. Alors bien sûr, nous avons une très forte activité sur ces sujets, mais aujourd'hui, la centrale d'achat est de plus en plus recherchée sur des sujets de voyage, de formation professionnelle, de prestations intellectuelles informatiques, de logiciels, de solutions de financement, de paiement à l'usage dans le monde de la santé. Nous sommes par exemple aujourd'hui un des premiers acteurs ou la première centrale d'achat dans le secteur de la santé avec des parts importantes dans des produits de haute technologie. Nous arrivons avec des solutions de crédit ou de financement. Et ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la recherche de mutualisation ou de centralisation de l'achat se fait davantage par rapport à des enjeux, et je rejoins Jean-Marc, des enjeux d'expertise, c'est-à-dire que l'achat public ne s'est jamais autant complexifié en si peu de temps. Nous achetions des bus, nous achetons aujourd'hui dans une collectivité de la mobilité, du transport, nous achetons du parcours digital de patients dans l'hôpital,
nous achetons de la Smart City dans les collectivités, des parkings intelligents, ce qui veut dire que tous ces sujets plus complexes technologiquement, mais plus complexes dans les modèles économiques, le paiement à l'usage, nécessitent aujourd'hui en tout cas des structures d'achat plus expertes, plus professionnelles, capables aussi de porter des marchés qui aujourd'hui ont des clauses d'exécution beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre, à appliquer, des enjeux juridiques nouveaux, un mélange des droits. Par exemple, nous sommes en train de spécialiser nos juristes sur différents droits, quand le droit, bien sûr, de la concurrence, le droit des marchés publics, mais également le droit de l'assurance, le droit financier lorsque nous faisons du financement locatif, ce qui veut dire énormément de professionnalisation et d'expertise qui ne pourra comment dire, se réaliser, comme l'électricité ou le gaz, par exemple, sont des sujets qu'on traite, que nous le pensons par des structures régionales ou nationales disposant d'une véritable compétence et capables d'actualiser leurs connaissances de manière quotidienne sur tous ces sujets. Donc, c'est une évolution, je crois, souhaitable. Elle laissera la place, je crois, à des initiatives locales, régionales, nationales. L'idée étant, bien sûr, toute structure de mutualisation confondue, davantage de collaborer ensemble pour finalement faire de cet achat public français un achat public efficient et au service, rappelons-le, du développement économique de nos entreprises. Merci, M. Topiak. Donc, 2018, c'est également la montée en puissance, en tout cas vers la montée en puissance des politiques publiques. Nous avons une question pour notre auditoire, un petit sondage comme le précédent. Alors, parmi ces politiques publiques, quelles sont celles qui vont être pour vous au cœur de l'actualité de la commande publique en 2018? Donc, nous laissons notre auditoire répondre à cette question et nous poursuivons sur ces questions. Quelques mots. Quelques mots. Alors, instrument des politiques publiques, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que l'achat public n'a jamais été autant au cœur des préoccupations, je crois, locales, mais également nationales, tant le sujet du développement de nos entreprises, des PME, des entreprises à l'échelle européenne, la prise en compte d'éléments importants d'insertion sociale, de performance environnementale ont été importants. Et je crois, comme le disait Jean-Marc tout à l'heure, que beaucoup d'acteurs institutionnels, politiques, acheteurs ont désormais acquis le fait que la commande publique était avant tout un acte économique. C'est-à-dire que lorsque l'on dépense 200 milliards d'euros par an, il y a deux façons d'approcher le sujet, soit comme une dépense, un budget, c'est-à-dire essayons de dépenser au mieux 200 milliards, voire moins, soit considérons que chaque euro que nous investissons dans la commande publique peut en générer davantage en matière d'efficience du service public, en matière d'insertion sociale, en matière d'emploi, en matière d'entreprise. Donc, je crois que tous les textes vont en faveur d'un relais des politiques publiques, l'insertion sociale avec un certain nombre d'obligations dans les marchés, avec les marchés réservés, la proportion minimale évoquée, stimuler l'innovation. On n'a jamais autant parlé d'innovation dans un pays qui est celui, on le sait, de la French Tech et qui j'allais dire, à l'heure du CES de Las Vegas, démontre ô combien la France est un territoire d'innovation. L'innovation qui a fait son chemin. Alors, vous savez, l'État et les hôpitaux doivent dépenser, recourir à l'innovation à hauteur de 2% de leurs achats à échéance 2020. Alors, c'est un long chemin. L'UGAP, pour donner un exemple, avons atteint en 2017 près de 100 millions d'euros d'achats innovants, soit 3% de nos achats. Alors, c'est un sourcing particulier, ce sont des procédures à part, c'est une expertise à part. Et je crois que l'innovation, pourquoi l'innovation ne pénètre pas autant qu'on pourrait le penser la commande publique, c'est que je crois que depuis 2012, les acheteurs publics considèrent l'innovation uniquement comme un soutien aux PME. Alors que l'innovation, c'est avant tout un moyen pour les acheteurs de répondre à de nouveaux enjeux de performance du service public dans un cadre budgétaire plus contraint. Et je crois que si on voit l'innovation comme un atout et non pas juste comme une forme d'obligation, je crois que tout ça se développera. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que le président, le gouvernement, nous le voyons, nous, dans les échanges que l'on peut avoir avec tous les acteurs, a en tout cas cette ambition de faire de cette commande publique un outil au service des politiques publiques.
Alors, quelques mots peut-être, Moi, Jean-Marc. je suis assez frappé d'abord par les retours d'expérience que l'on peut avoir des collectivités territoriales et au-delà de plein de structures publiques, notamment en termes d'économie sociale et solidaire. J'ai beaucoup d'exemples de mise en place de critères ou de conditions d'exécution extrêmement innovantes, extrêmement intéressantes pour favoriser tout ça. Et donc, il y a beaucoup d'approches locales dont on devrait peut-être s'inspirer et mieux connaître en la matière. Et puis, Sébastien disait qu'il y avait les textes qui favorisaient de tels mouvements. Je cite trois types d'expérimentation, ou texte ou expérimentation. Là, quelquefois, le finissement, mais enfin, ça veut dire qu'il y a quand même des choses à faire. Les fameux circuits courts, effectivement, qui se mettent vraiment en place sur le plan local en matière d'achat de denrées alimentaires. Pour la clause Molière, ça, voilà un exemple qui finit un petit peu mal, enfin qui finit mal, qui suit son petit bonhomme de chemin quand même. Il y a d'autres manières de l'amener et on sait que là aussi, il y a des expériences locales qui fonctionnent. Je citerai quand même un exemple dont on parle peu, mais qui pourrait être dupliqué en métropole, c'est ce qui se passe en Outre-mer, grâce à une loi, la loi d'Outre-mer de février 2017, sur le Small Business Act ultramarin, puisque dans les quatre territoires, enfin, les quatre collectivités d'outre-mer concernées, ça vient surtout de la Réunion en fait, c'était provoqué par la Réunion. Les acheteurs publics peuvent réserver, peuvent obliger les entreprises qui répondent à la marché à faire travailler pour un tiers au moins de PME locales. Alors, beaucoup de questions se posent. Qu'est-ce que ça signifie PME? Que signifie local? Que signifie? Mais enfin, le texte est là, le principe est là. C'est quand même exceptionnel que dans un domaine où on laisse une certaine liberté aux entreprises de répondre, qu'on puisse les forcer, que les orienter à faire travailler des entreprises publiques locales, des entreprises locales tout simplement. Donc ça, c'est une... Alors, est-ce que ça va être dupliqué en métropole? On en parle, dans certaines régions peut-être, selon quels critères c'est à définir. Mais on a là une vraie expérimentation qui prouve que on est vraiment dans un domaine d'instrumentalisation. C'est pas péjoratif ce que je raconte, mais c'est vrai que le politique se rend compte depuis quelques temps, depuis que les marchés publics ont été utilisés pour relancer l'économie, notamment à la fin des années 2000, le politique se rend compte que les marchés publics, ça a une valeur économique, ça a une valeur sociale, ça a un impact extrêmement important sur la société et qu'il va falloir commencer à l'utiliser à bon escient, mais c'est assez nouveau. Hein. Des choses comme ça, il y a 25-30 ans, on n'en parlait pas. Comme ça, quand j'ai commencé à ouvrir mon cours sur les marchés publics à la fac il y a bientôt une vingtaine d'années, tout le monde me regardait avec des euros en me disant de quoi tu vas parler? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de marché public? Alors qu'aujourd'hui, c'est devenu extrêmement dans l'air du temps. C'est presque une mode de parler d'achat public. Merci, M. Pérical. Alors, nous avons les résultats du sondage. Donc, pour rappel, la question était, parmi ces politiques publiques, quelles sont celles qui vont être pour vous au cœur de l'actualité de la commande publique en 2018? Eh bien, vous êtes 41% à citer les PME, 29% à citer l'achat local, 20% la performance environnementale et 10% l'insertion sociale. Donc, une large quand même majorité se dégage sur la thématique des PME. Peut-être Monsieur Topiac là-dessus? Un commentaire, je crois que les personnes en tout cas qui nous écoutent, en tout cas, ont pleinement conscience par ce sondage de l'enjeu de l'entreprise. Même s'il ne faut pas oublier le sujet fondamental de l'insertion sociale lorsqu'on veut que chacun d'entre nous, chaque citoyen puisse bien sûr contribuer à l'économie d'un pays. Je crois que l'accès des PME, l'achat local, ce sont des bonnes choses. Alors avec un certain nombre de précautions, alors je pourrais presque m'adresser là aux entreprises qui peut-être, j'espère en tout cas, se mettent aussi à l'achat public et aux webconférences de VK. Je crois que, attention, quand vous êtes chef d'entreprise, et VK d'ailleurs présente aujourd'hui un outil au service des PME, des entreprises, qui s'appelle Facilao, mais je crois qu'il ne faut pas être passif. Je crois que moi, je rencontre beaucoup de PME qui me disent, bien Monsieur Topiac, je viens à l'UGAP parce que il a été dit que l'achat public devait être plus facile pour les PME et que vous deviez retenir des PME. Ma réponse est non. Il n'y a aucune obligation, ni de droit ni de pratique, de favoriser l'accès des PME. Alors, leur accès à la commande publique, oui. La contractualisation de marché public avec les PME, non. Ce qui veut dire que les PME ont une responsabilité à avoir en matière d'offres, en matière de capacité à marketer leurs différences, en matière de groupement,
La France est encore beaucoup trop réticente au groupement momentané d'entreprises dans les marchés publics. Beaucoup trop de PME françaises se concurrencent sur les mêmes sujets. Et je crois qu'à un moment où les acheteurs se regroupent, à un moment où la mutualisation s'accélère, à un moment où des appels d'offres de dimension forte, économique et nationale sortent, et pas qu'à l'UGAP, si les PME ne se structurent pas, si elles ne s'organisent pas, si elles n'apprennent pas à mettre en avant leurs innovations, leurs différences, eh bien, elles n'auront pas plus de place dans la commande publique, ce qui veut dire que la responsabilité d'un acheteur public aujourd'hui, c'est d'en faciliter l'accès, mais ne l'oublions pas, c'est de retenir une offre qui apporte au service public la valeur ajoutée attendue, si tant est que la PME, souvent d'ailleurs porteuse de ces innovations et de cette valeur ajoutée, soit en mesure de la promouvoir, de l'expliquer et de la proposer dans un cadre économique réaliste. Voilà, je crois qu'il faut le dire, ne mettons pas toute la responsabilité sur les acheteurs publics. Les PME maintenant, et beaucoup d'ailleurs de fédérations professionnelles des entreprises se sont organisées et intègrent maintenant la commande publique ou l'achat public. Moi, j'interviens d'ailleurs beaucoup auprès de fédérations professionnelles pour expliquer l'achat public, la commande publique. Donc voilà, ce n'est pas un dû, c'est pour les PME une réelle opportunité, j'allais dire, de positionnement et de croissance. Tant la commande publique, on le sait, est en période de crise un amortisseur important et en période de croissance un levier assez intéressant pour les entreprises. Merci, Monsieur Topiak. Montée en puissance des politiques publiques autour de ces thématiques, mais également forte activité législative et réglementaire, donc avec un 2018, avec une année placée sous le signe d'un nouveau code, finalement, de la commande publique, M. Pérical. Oui, on en parlait tout à l'heure. L'année 2018, c'est vraiment l'année des défis pour les acheteurs publics, tout ce qu'on a évoqué sur le DUM et la dématérialisation de l'open data et ce nouveau code de la commande publique. Alors, il ne faut pas trop non plus en attendre. Je veux dire, oui, en attendre sur le plan de la clarification, comme je l'ai dit, de la pédagogie, de l'accès plus lisible à une matière quelquefois difficile. C'est un code qui va être mis en place, comme on dit, à droit constant. Et donc, on nous l'a bien rappelé lorsqu'on a été reçu la première fois avec la DAJ dans le cadre de la commission de réflexion et dans le travail. C'est un code qui n'a pas pour objet de revoir, de réécrire les textes. À la marge, peut-être que certaines clarifications et précisions pourront être amenées, mais ce n'est pas un nouveau code, ce n'est pas un nouveau texte. C'est un code rassembleur, mais que les acheteurs ne s'attendent pas, et c'est peut-être pas plus mal, à de nouvelles règles qui vont arriver comme ça. C'est simplement un texte qui va rassembler des règles existantes. Donc on reste à droit constant. On va essayer quand même d'arrêter un petit peu l'évolution des choses, en tout cas de la temporiser quelque peu. On va essayer de rassurer les acheteurs et de créer une certaine sécurité qui est très attendue de la part de tous les acteurs. Merci, Monsieur Pérical. On peut peut-être passer à une petite séance de questions-réponses, si vous le souhaitez. Alors, nous avons beaucoup de questions, alors qui reprend plusieurs éléments qui ont déjà été abordés dans l'intervention. Alors, par exemple, est-il possible, alors là, ça renvoie au début de notre conférence, est-ce qu'il est possible de confirmer qu'il n'est pas possible d'exiger le recours au décès 1 et 2 notamment? Alors ça renvoie au tout début de votre intervention. Comment on dit, enfin Sébastien complétera, mais beaucoup d'acheteurs me disent oh là là, le DUM va être obligatoire, c'est la fin des DC1 et des DC2. Pas comme ça qu'il faut prendre la chose. Les acheteurs devront accepter le DUM lorsque les entreprises répondront sur la forme du DUM, mais les entreprises pourront toujours continuer à répondre sur la forme du DC1 et du DC2. Sous-entendu, un acheteur public, même à compter du 1er avril prochain, ne pourra pas interdire formellement les DC1 et les DC2. Voilà, non, on est tout à fait d'accord. Je pense qu'on se pose souvent beaucoup de questions dans le formalisme de nos marchés. Je crois qu'à un moment, il y a aujourd'hui un certain nombre d'éléments, de pièces de candidature qui sont aujourd'hui totalement, admises par les entreprises et maîtrisées. Donc, le DUM est une orientation pertinente. Si tant est, bien sûr, qu'on parle du e-DUM, du DUM dans sa version électronique ou digitale. Sinon, ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun sens. Donc, je crois qu'il faudra quand même un certain temps pour que les entreprises, notamment françaises, se mettent spontanément au DUM et nous l'adressent. Je crois que la responsabilité des acheteurs, c'est probablement ce que nous allons faire, nous, le GAP d'ailleurs, c'est accompagner les entreprises dans l'utilisation de ces nouveaux outils.
et non pas prier lorsque l'on publie un appel d'offres pour qu'il n'y ait ni réponse électronique, ce qui était le cas de beaucoup d'acheteurs, ni d'hume. Ça, j'ai connu beaucoup de collègues, beaucoup d'acheteurs qui priaient en essayant de dire pourvu que je n'ai pas de réponse électronique, pourvu que la personne ne se mette pas au DUM, bien je crois qu'il faut arrêter de prier probablement, mais je crois qu'il faut surtout s'y mettre. Et voilà. Mais comme les entreprises françaises sont elles-mêmes aussi assez perturbées par toutes ces transformations administratives, je crois qu'elles resteront encore pour un certain temps assez adeptes des DC1 et des DC2. Donc voilà, donc pas d'inquiétude à ce stade. Alors, autre question dans ce sens-là, hein, pouvez-vous donner un exemple concret de dispositif qui permettrait de sécuriser le sourcing? Et d'autres questions en lien, faut-il, lors du lancement du marché qui fait suite, intégrer dans le DCE de manière in extenso les réponses obtenues lors du sourcing? Alors, ce sont de très bonnes questions, comme dit Jean-Marc Pérical. C'est pour ça que je lui laisserai bien sûr la parole après s'il souhaite compléter mes propos. Je crois que ces questions trahissent une attente de processus totalement écrit, de texte sur ce sujet du sourcing. Et je crois que tout ça n'arrivera pas de manière si évidente. Je crois qu'il peut y avoir un certain nombre de bonnes pratiques, de préconisations. Je crois qu'il revient à chaque entité publique, en fonction de sa stratégie, de ses acheteurs, de leur maturité, des domaines d'achat, d'organiser quelques grands principes en matière de traçabilité, ce qui veut dire que nous, à l'UGAP, nous nous mettons en situation de tracer, par exemple, et nous le mettons au sein d'un document qui est bien sûr gardé, conservé et présenté à la direction de l'UGAP. L'ensemble de la phase de sourcing est tracé, c'est-à-dire quelles sont les entreprises qui ont été vues, quel est leur statut, chiffre d'affaires, effectif, voir le cas échéant, quelle est la personne et fonction qui ont pu être vues. Alors, nous n'allons pas jusqu'à compter le nombre de minutes d'échange. L'idée, c'est de ne pas tomber dans une forme non plus de délire du sourcing ou de formalisme à outrance. Je crois qu'il faut tracer, savoir le moment venu sortir ces éléments et surtout, je crois que la priorité, c'est de réaliser en interne un guide de pratique, comment sourcer, et également un guide en matière de déontologie. C'est-à-dire, c'est très important lorsque l'on a des acheteurs publics de les éclairer sur ce qu'ils ont le droit de faire, sur ce qu'ils ont le droit d'écrire, sur les rencontres qu'ils ont le droit de faire, sur ont-ils le droit d'aller d'une manière très concrète au restaurant avec un fournisseur, qui paye, y a-t-il un niveau de restaurant autorisé ou pas? C'est vrai que ça peut faire sourire ce type de questions. Les cadeaux, nous sortons de cette période de fête. Accepte-t-on une bouteille de vin, une boîte de chocolat? Si oui, quel chocolat? Donc, ça, c'est du vécu. Alors, je crois qu'après, tout ça, c'est du bon sens. Je crois qu'aucun acheteur public ne fera un choix de manière déviée à cause d'une boîte de chocolat, du moins j'espère. Mais tout ça nécessite quand même un certain nombre de règles sur, par exemple, sujet que l'on maîtrise parfaitement à l'UGAP, qui sont les déplacements. Lorsque vous, par exemple, vous vous déplacez pour rencontrer des entreprises, aller dans des usines, eh bien, l'ensemble des frais de déplacement et d'hébergement sont pris en charge aujourd'hui par l'UGAP, ce qui veut dire que le sourcing, c'est du temps, des outils et de l'argent. Un vrai sourcing coûte de l'argent, les salons internationaux, les événements. Donc voilà, donc je crois qu'il faut mettre en place un certain nombre de choses cohérentes, c'est du bon sens, tracer ces étapes-là. Et pour répondre à la dernière question ou à la dernière partie de la question, nous, par exemple, alors je ne crois pas qu'il faille mettre dans tous les dossiers de consultation l'ensemble des éléments du sourcing. Nous le faisons dans un cas unique, c'est-à-dire que quand nous initions des positionnements sur des offres très complexes ou nouvelles pour la centrale d'achat, nous mettons en place ce que nous appelons des réunions d'information bien avant la publication de l'appel d'offres. Donc, nous informons l'ensemble par des avis parfois des préavis de publication. Nous informons l'ensemble des entreprises que l'UGAP les rencontrera à tel endroit, à telle heure pour évoquer, par exemple, son positionnement sur l'énergie, son positionnement. Et l'ensemble des échanges là sont tracés, sont scriptés. Et l'ensemble de ces questions-réponses sont publiées avec le dossier de consultation des entreprises pour assurer à l'ensemble des entreprises, qu'elles aient été présentes ou non, une égalité de traitement. Nous le faisons dans quelques rares cas de cette dimension-là. Mais n'allons pas, en tout cas je pense en matière de pratique, mais Jean-Marc tu nous le diras, n'allons pas à publier ce qui pourrait d'ailleurs créer des risques qui n'existaient pas. Ne pas se faire une montagne du sourcing non plus et ne pas se créer trop de formalisme. Par contre, c'est prévu par le texte aussi, dès lors que
vous demandez une étude à une entreprise dans le monde d'une procédure, une consultation ou un avis, et qu'un écrit est rendu, et que cette entreprise a l'intention de répondre ensuite à la procédure, appel d'offres ou MAPA, ce qui n'est pas interdit. Là, évidemment, il faut être très attentif au traitement égalitaire des candidats et à la liberté d'accès. Il faut rendre public à tous les candidats les résultats de cette consultation, de cette étude. Là, oui, là, la publication à tous est, me semble-t-il, indispensable. Bien, nous allons prendre une dernière question, une question dématérialisation cette fois. Le ou les actes des cessions de créances seront-ils acceptés en format électronique? Je ne sais pas répondre à cette question. Non, mais logiquement, oui, on va y venir. Ce seront des accords avec les organismes bancaires qui eux-mêmes se mettent à la dématérialisation et nécessairement, on y viendra. Ce sera également dématérialisé. Ça fera partie de ces relations entre l'acheteur, le prestataire et un tiers qui sera l'organisme financier. Toutes ces questions financières, de toute manière, vont nécessiter une organisation lourde. Et d'ailleurs, les services compétents y travaillent avec les acteurs que je viens de citer, mais également les services de comptabilité publique de la DGFiP qui devront intervenir dans ce circuit de dématérialisation. Donc oui, ça me paraît tout à fait non seulement possible, mais petit à petit indispensable. Surtout à un moment où la dématérialisation des factures, on le sait, se développe, et puis en lien avec cette question-là se pose parfois la question de ce qu'on a appelé l'exemplaire unique, qui est un très bel exemple qui existait au moment du marché papier, puisque l'exemplaire unique était l'original du marché signé en original et qu'il fallait parfois qualifier d'exemplaire unique. Je me rappelle avoir mis des tampons ou signé moi-même en tant que directeur. C'est vrai qu'à un moment où vous notifiez un marché électronique co-signé électroniquement, il n'y a plus d'exemplaire unique puisque toute reproduction est unique. Donc, ce qui veut dire que toute la chaîne des acteurs, toute la chaîne de valeur rentre bien sûr dans cet enjeu du digital. Donc, je pense qu'il faut en tout cas écarter l'idée que des morceaux de processus de l'achat public resteront non dématérialisés. Je crois que quand on met un doigt dans un processus comme celui-ci, le sourcing se dématérialisera, les procédures se dématérialiseront, la signature, et n'oublions pas, nous n'avons pas parlé, l'exécution des contrats, puisque dès lors que vous avez notifié un marché de manière électronique, tous les actes d'exécution, quand je pense aux avenants, alors rares, il est vrai, les évolutions de prix, les ajustements de produits, la mise en œuvre d'un certain nombre de clauses, les courriers de mise en demeure devraient naturellement suivre ce chemin de la dématérialisation et du digital, puisque tout ça permet à l'acheteur, en un lieu unique, d'archiver, parce que n'oublions pas l'ensemble des obligations d'archivage, et que plus vite nous irons vers la dématérialisation, et plus vite nous éviterons d'avoir deux processus, ce que l'IGAP a abandonné depuis le 1er janvier 2014, c'est-à-dire un processus complètement papier, un archivage papier, un processus complètement dématérialisé, ce qui aujourd'hui coûte énormément d'argent et de temps. Et je crois qu'il faut maintenant accélérer le passage vers le digital et la dématérialisation. Merci pour vos réponses. Alors, malheureusement, nous arrivons au terme de cette conférence qui aurait mérité encore des heures peut-être d'échange sur un sujet particulièrement riche. Pour toutes les questions qui n'ont pas été traitées, n'oubliez pas l'ensemble des services VK, VK Ligne Expert, avec vos réponses, vos questions d'ordre réglementaire par téléphone et vos réponses immédiates. L'ensemble de nos collections de solutions de décryptage juridique, de veille réglementaire et de retour d'expérience opérationnelle, la collection marché public, sur laquelle intervient notamment Sébastien Topiac, et enfin la plateforme Faciliao, puisqu'on en a touché deux mots, qui est au cœur de notre thématique du jour, plateforme destinée aux PME pour leur faciliter l'accès au marché public. Il me reste à vous remercier tous les deux vivement pour votre intervention, Jean-Marc Pérical et Sébastien Topiac. Et je vous dis à tous et à toutes, à très bientôt pour un autre rendez-vous webconférence VK.